Vous êtes en direct sur Public Sénat, il est 19 h, c'est l'heure des titres de l'actualité de ce jeudi 15 mars 2012. Bonsoir à tous et à toutes. Immunité parlementaire levée pour les sénateurs Jean-Noël Guérini et Robert Navarro. François Hollande avait souhaité que la justice puisse passer. Pour Martine Aubry, eh bien, cette justice pourra désormais passer en toute transparence. Échauffourée devant le QG de campagne de Nicolas Sarkozy, des sidérurgistes d'ArcelorMittal déclinent l'invitation faite par le candidat président à l'Elysée. Ce soir, Nicolas Sarkozy accuse la CGT de faire de la politique. Et puis la Syrie, un an après le déclenchement de la révolte, le régime de Bachar el-Assad veut empêcher toute velléité d'exode des populations vers la Turquie. Depuis un an, 9000 personnes ont été tuées. Et puis nos invités ce soir, ils sont deux. Chantal Joanneau, sénatrice UMP. À ses côtés, Jean Desessard, sénateur vert de Paris. On parlera politique, bien sûr, dans quelques minutes. Le Sénat a pris une bonne décision. C'est par ce simple commentaire que la première secrétaire du Parti socialiste a pris acte de la levée de l'immunité parlementaire des sénateurs Jean-Noël Guérini et Robert Navarro. Une décision prise cet après-midi par le bureau de la Haute Assemblée. Les deux parlementaires sont tous deux mis en cause dans des affaires judiciaires. Sandra Cerquera. Le premier est mis en examen pour trafic d'influence. Le second est visé dans un dossier d'abus de confiance. Jean-Noël Guérini et Robert Navarro, deux sénateurs devenus gênants pour le PS. Le bureau du Sénat a décidé aujourd'hui de lever leur immunité parlementaire. Un vote à bulletin secret. Et à la sortie de la réunion, consigne a été donnée, aucun commentaire. Au PS, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Mais nous n'avons rien à dire. C'était une décision difficile à prendre. Un verdict important pour le PS, car un vote négatif aurait fait des socialistes une cible pour l'UMP. Nous ne détenons pas la majorité, soyons très clairs, la décision, comme vous venez de le dire, elle appartient d'abord au Parti socialiste. Autrement dit, à un mois du premier tour de la présidentielle, le PS n'aurait pas eu le choix. D'autant qu'hier encore à Marseille, François Hollande a rappelé qu'il n'y aurait aucune faiblesse pour les élus qui se rendraient coupables de corruption. Pour l'avocat de Jean-Noël Guérini, c'est une décision politique. Le juge demande une main levée d'immunité pour qu'il soit entendu. Or, il a été entendu. Et il a été entendu à plusieurs reprises. Et pas plus tard que le 2 mars dernier, donc postérieurement à la demande, il a été entendu pendant toute la journée. Donc je ne vois pas le sens de cette décision, si ce n'est qu'on se trouve dans un contexte politique bien particulier de campagne présidentielle, de campagne électorale. Et je pense que les parlementaires ont voulu éviter tout risque de polémique politique dans les jours qui viennent. Et dans les jours qui viennent, Robert Navarro, qui n'a pas encore été entendu par la juge d'instruction, pourrait être mis en examen. Voilà, Dominique Baudis monte au créneau contre la rétention administrative des enfants, une situation que voudrait supprimer François Hollande. Le défenseur des droits rappelle dans une lettre au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, que ces placements avaient été jugés contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et lui demande d'en tirer toutes les conséquences. Il voulait être le candidat des jeunes, eh bien il n'en aura pas l'occasion. Maxime Werner renonce à sa candidature, faute de signature. Le très jeune candidat, il n'a que 22 ans, a pourtant réussi à collecter 358 parrainages pour promouvoir une politique publique pour la jeunesse. Eva Joly, de son côté, elle a ses signatures. La candidate écologiste, au plus bas, vous le savez, dans les sondages, les a apportées tout à l'heure au Conseil constitutionnel. En tout, elle a réussi à récolter 639 signatures. Sachez encore que 3 militaires ont été tués par balle cet après-midi. Cela s'est passé à Montauban, non loin d'un régiment de génie parachutistes. C'est un homme à scooter qui aurait ouvert le feu sur les 3 hommes. Il est actuellement, bien sûr, activement recherché. Je vous le disais, notre plateau politique de ce soir réunit 2 sénateurs. Jean Desessard, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur vert de Paris. Madame Joanneau, sénatrice UMP également de la capitale. On va parler bien entendu d'un sujet qui vous concerne et qui concerne bien entendu la vie politique en général. Et surtout vous, Jean Desessard, puisque vous avez participé en tant que membre du bureau du Sénat en début d'après-midi à cette réunion très secrète autour de la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini et Robert Navarro. Immunité qui finalement a été votée. Martine Aubry parle ce soir d'une bonne décision. Est-ce que vous partagez ce commentaire ? Si on l'a voté le bureau du Sénat, c'est qu'on pense que c'est une bonne décision. Donc, alors, ce n'est pas une réunion secrète.
ce sont les décisions et les motivations qui restent secrets, puisqu'on discute de la situation des personnes, et donc ça reste secret. Hein. Par contre, la réunion de bureau était publique, connue de tous, et on ne s'est pas réunis dans un endroit secret. Alors, il faut bien voir le rôle du bureau du Sénat. L'immunité parlementaire a été mise en place depuis fort longtemps, et au départ, c'était pour défendre les syndicalistes qui n'arrêtaient, les parlementaires qui défendaient les syndicats, qui défendaient les ouvriers, qui avaient de multiples procès avec le patronat. Et pour en finir avec ces multiples procès, eh bien, il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Ça, c'est l'origine de cette procédure. C'est l'origine de la procédure. Donc au départ, c'était pour faire en sorte que les parlementaires puissent garder leur indépendance et qu'ils ne soient pas soumis à des procès à répétition qui pouvaient leur prendre beaucoup de temps, qui pouvaient leur prendre beaucoup d'argent et faire en sorte qu'ils gardent leur indépendance. Donc ça, c'est l'origine de l'immunité parlementaire. Alors, aujourd'hui, on n'a pas à juger, nous, le fond, puisque c'est la justice qui fait. Alors, on jugeait aujourd'hui une demande de la justice de la levée de l'immunité parlementaire pour permettre la convocation et la poursuite du travail de la justice. La justice, comme dit Martine Aubry, va pouvoir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé l'immunité parlementaire pour ces questions, de permettre à la justice de continuer son travail d'instruction. Alors, au-delà de ces sans aspects, j'allais dire, du résultat et de l'enquête. Bien sûr. Au-delà de ces aspects formels, Chantal Joanneau, quelle est votre réaction à cette décision qui a quand même un esprit, un caractère politique? Non, elle n'a pas une décision, n'a pas un caractère politique, puisqu'elle était à la demande de la justice. Que la justice puisse maintenant faire son travail dans de bonnes conditions et règle effectivement sur le fond cette affaire. Donc ce n'est pas une décision politique. Ce qui est politique, c'est d'avoir fait au Parti socialiste traîner aussi longtemps cette affaire. Ça, et pas au sein. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde politique qui n'accepte plus, et dans un monde tout court, ce genre d'affaires. Donc ça, c'était politique. Mais la décision qui a été prise, elle est légitime, elle est à la demande de la justice. Donc c'est tout à fait normal que maintenant la justice puisse faire son travail sans difficulté. Vous l'avez voté vous-même, cette levée d'immunité, Jean Desessard? Disons que je suis soumis au secret, puisqu'on a voté un bulletin secret, mais que mon parti était pour la levée de l'immunité. Oui. Voilà, je rappelle que vous êtes le seul représentant vert, écologiste, voilà, au sein du bureau du Sénat. Et le groupe écologiste s'était prononcé pour la levée de l'immunité parlementaire. Alors on était un peu surpris, puisqu'on s'attendait à une réunion longue, elle devait se terminer en fin d'après-midi. Finalement, les choses ont été relativement rapides, c'est-à-dire que l'affaire a été très vite pliée, ou le débat, au contraire, a été intense au sein du bureau? Disons que, comme le disait ma collègue sénatrice de Paris, c'est que dans les arguments qui ont prévalu, aussi bien sur l'ensemble de la discussion, c'est qu'on devait aller jusqu'au bout de l'instruction et qu'on devait laisser faire le travail de la justice sans prendre position sur le fond, puisque c'est la justice qui est chargée d'instruire le dossier, mais on n'avait aucune raison, disons, formelle de dire non à une demande d'instruction. Pour le moment, ce sont quand même la poursuite des convocations, un cautionnement par rapport à un certain nombre d'affaires. Donc on avait, pour le moment, disons, c'était laisser la justice faire son travail. Chantal Joanneau, c'est une bonne chose, j'allais dire, en général pour l'image du Parlement. Pour l'image de la politique en général, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui donne un sentiment très de malaise, c'est que Martine Aubry ait pris autant de temps, que François Hollande ait eu dans ses soutiens Navarro. Donc ça donne un sentiment de malaise. Mais honnêtement, toutes ces affaires, je vais vous dire, dans l'esprit de la population, gauche-droite confondue, ça salit tout le monde. Donc ça donne une mauvaise image du politique. Donc sur ces sujets-là, c'est évident qu'il faut être le plus clair possible. Alors vous faites campagne, trop tardif, c'est pas ça. Et l'autre pour vos champions ou championnes respectifs. Est-ce que les gens vous parlent de ces affaires, que ce soit les affaires de droite ou de gauche, sur les marchés par exemple, lorsque vous êtes en campagne? Est-ce qu'ils abordent ces sujets? Ça dépend des temps. En ce moment, les gens nous parlent emploi, nous parlent avenir de l'Europe, nous parlent
d'autres sujets. Bon, on nous parle beaucoup des élections, évidemment, mais sur les affaires, ça dépend des moments. Il y a eu on a eu des moments où on nous en parlait plus. Ben, oui, et ça dépend des régions aussi. En plus, c'est comme les histoires de dopage dans le Tour de France. Le dopage, il a lieu, il n'est pas traité. C'est quand, justement, il est traité qu'on dit « Ah, il se dope ». Mais non. Quand on sait qu'il y a un problème et que, justement, on le traite, c'est là, ça veut dire qu'on commence à prendre des mesures. Hein, et donc, on sait tout. Il est fort probable qu'il y ait des affaires indélicates, en vie politique toujours. Bon, à partir du moment où, on va dire... la justice est là, il faut attendre le résultat de la justice. Bon, donc on n'en attend pas spécialement parler dans la campagne, en tout cas des affaires. Ce que disent les gens, c'est qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation, ou vers quoi on va, et comment on peut s'en sortir de la crise, du chômage, du problème du logement, à Paris particulièrement. Ouais. Eh bien, c'est surtout ça qui intéresse nos concitoyens. Alors, Chantal Dujano, vous l'avez dit à l'instant, Robert Navarro était soutien de François Hollande, en tout cas dans sa région, l'Hérault. Est-ce que vous pensez que cette décision peut avoir une influence, directe ou indirecte, sur la campagne du candidat socialiste aujourd'hui? Ce qui peut avoir une influence, c'est de rappeler que c'est l'absence de décision pendant très longtemps. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est politique, c'est le caractère très tardif de cette opération main propre du Parti socialiste et ce caractère trop tardif des décisions prises. Voilà. Maintenant, je pense qu'on n'a pas à se prononcer beaucoup plus sur cette affaire parce qu'on n'a pas les éléments. C'est à la justice de faire son travail. Et ce qui était regrettable, c'est qu'effectivement, il n'est pas répondu aux convocations de la justice. Mais on n'a pas, nous, les éléments pour aller plus loin dans l'analyse de cette affaire. Est-ce que vous-même, vous souhaiteriez que la justice fasse son travail en toute transparence, comme le dit Martine Aubry, sur d'autres affaires? La droite a aussi ses affaires, je pense à l'affaire Woerth, par exemple, l'affaire Karachi ou autre. Sur l'affaire Woerth, ça a été très clair. Hein, il a quitté le gouvernement et la justice fait son travail. Sur l'affaire Karachi, le président l'a rappelé. Le président l'a rappelé. Il n'a aucune difficulté pour lever les différents secrets. Donc nous, de ce côté-là, on est toujours très 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 transparent. Et d'ailleurs, la transparence, le président l'a voulu jusqu'à l'examen des comptes de l'Élysée, jusqu'à la nomination effectivement de personnes de l'opposition et à la Cour des comptes et aux commissions des finances. Alors maintenant, ça s'est inversé évidemment. En tout cas au Sénat, mais non, ça, je pense que de ce côté-là, vous savez, moi j'ai travaillé avec lui depuis assez longtemps, depuis 2002, et c'est obsessionnel chez lui. C'est obsessionnel d'être vraiment dans les clous. Moi, je crois que quand on discute avec les uns et les autres, au Sénat, de tout parti politique confondu, il y a un souci de clarifier. Il y a un souci de dire, bon voilà, s'il y a des affaires, eh bien, c'est regrettable si ça touche évidemment notre parti ou l'autre, mais ça doit être clarifié. Il faut que la justice traite ces dossiers. Donc il y a un souci de faire le ménage quelque part. Il y a un souci que, en termes de politique, on retrouve une crédibilité. Oui. C'est-à-dire un souci de dire, la politique, ça doit être propre, on est là pour représenter... nos concitoyens et on est là pour prendre des mesures politiques et donc on n'est pas là pour s'enrichir au détriment. Donc s'il y a des malversations, eh bien elles doivent être punies et s'il y a des malversations, je dis bien, je reste sur le si, et il y a un souhait que la politique soit quelque chose de propre. Alors, on va parler de votre championne, Eva Joly. Elle a déposé tout à l'heure ses 600 signatures, un peu plus même, devant le Conseil constitutionnel. Ça vous redonne le moral pour les semaines à venir qui s'annoncent quand même difficiles. On va dire que je n'étais pas trop inquiet sur les signatures, puisqu'on a la chance maintenant d'avoir un certain nombre d'élus régionaux, un certain nombre de maires et de conseillers généraux, donc on avait quand même au départ... Qui ont donné massivement leur signature, voilà, qui ont donné au parti, auquel ils adhèrent, ils ont donné leur signature, ce qui est normal. Donc on était... maintenant, on a aussi des personnes qui nous ont donné des signatures en plus, c'est tant mieux, mais disons que ce n'était pas la principale inquiétude que nous avons à cette élection-là. On a eu des élections... Vous en avez d'autres, des inquiétudes ? L'inquiétude, si vous nous avez dit on est au plus bas aujourd'hui, donc l'inquiétude serait de rester à ce niveau-là, mais je crois qu'on a maintenant encore quelques semaines
devant nous et on va dire que l'écologie va se faire entendre. Vous croyez vraiment à un décollage, enfin, j'allais dire, d'Eva Joly dans les sondages, par exemple? Notre objectif, c'est les 5%, le fameux 5%. Donc, il y a quoi? Il y a 2% grappillés. Voilà, beaucoup, donc on va faire campagne sur montrer que l'écologie, c'est aussi un projet économique. Ça veut dire que c'est un autre projet de société, en particulier dans la production, et c'est que ça peut être créateur d'emplois. Donc on va s'efforcer pendant ce dernier mois de campagne, montrer que l'écologie, c'est évidemment la défense de la nature, et on dirait c'est la défense de la biodiversité, mais c'est aussi une autre façon de créer de l'emploi, une autre façon de consommer et une autre façon d'être solidaire. Et une autre façon certainement de faire la politique. Alors la politique pour vous, c'est ce fameux accord signé en son temps entre les écologistes et le Parti socialiste. Est-ce que cet accord aujourd'hui a du plomb dans l'aile vu l'état des intentions de vote pour Eva Joly? Reprenons quand même la base d'un accord des socialistes avec les écologistes. La base d'un accord, c'est d'abord un système électoral qui ne permet pas la représentation des écologistes par eux-mêmes. C'est-à-dire, si on avait un système proportionnel, on aurait notre représentation en fonction du score qui est le nôtre. Sauf que dans un système uninominal, nous n'avons pas de fief, comme par exemple certains partis qui ne sont pas majoritaires, mais qui ont des fiefs, et encore c'est difficile pour tout le monde. En dehors du PS et de l'UMP, c'est difficile pour tout le monde de retrouver une représentation nationale sans faire d'accord avec un autre parti. Donc il fallait un accord, il était nécessaire. Et il fallait un accord dans le système actuel. Donc nous, on ne le choisit pas, on aurait préféré la proportionnelle. On aura à ce moment-là exprimé nos idées, tout ça. Donc après, on est obligé de faire avec des alliances. Donc on fait les alliances assez tôt, parce que les candidats s'installent. Imaginez qu'on installe un candidat PS dans une circonscription, puis après, un mois avant, on lui dit non, il faut que tu laisses ta place parce que c'est un écologiste. Bien sûr, alors cet accord, donc on est bien obligé. On est bien obligé de le mettre assez tôt. Donc, à partir du moment où il y a un accord pour qu'on ait une représentation, c'est qu'on estime que c'est nécessaire que l'écologie soit représentée au Parlement. Qu'il y ait 25 ou 30 députés au Parlement dans une assemblée qui sera à gauche dans quelques mois, c'est tout à fait normal. Je dirais même, si je me laissais aller, je dirais c'est peu. Donc, mais enfin, on serait très content d'être représenté à hauteur de 25, 30, 35 députés, et c'est normal. Donc, la logique est que cet accord tienne. Puisque c'est la représentation répartie sur les départements des écologistes au Parlement, et ensemble, dans quelques mois, on sera amené à prendre des responsabilités si notre parti le décide, mais avec les socialistes et la gauche, quoi. Et toute la gauche, on verra, Jean Desessard. Alors, toute autre chose, l'accueil musclé réservé ce matin à quelques 200 métallos d'ArcelorMittal devant le QG de Nicolas Sarkozy à Paris prend ce soir une tournure très politique. Le candidat de la droite accuse directement la CGT de faire de la politique et de vouloir jouer un rôle en ce sens dans la campagne. Un peu plus tard, c'est l'UMP qui demandait à François Hollande de présenter ses excuses après ces incidents. Alors, regardez ce reportage, il est signé Sophie Normand. Les bus arrivent les gars, allez-y. Ils venaient chercher le dialogue, un voyage depuis la Lorraine pour défendre l'avenir de leur usine et leurs emplois. Au milieu des feux de Bengale et des pétards, ils espéraient une rencontre courtoise avec Nicolas Sarkozy. Les métallos de Florange ont été accueillis par les forces de l'ordre et les gaz lacrymogènes. Ça dit président et candidat des ouvriers, des salariés, ça nous défend comme ça à coup de gaz lacrymo. À quelques encablures du QG de campagne du président candidat, les quelques 200 sidérurgistes sont refoulés par la police. Nicolas Sarkozy, lui, a quitté les lieux 20 minutes avant leur arrivée, prenant le temps devant la presse de lancer une invitation. Je verrai les salariés lundi. Il ne m'avait d'ailleurs pas dit qu'il venait aujourd'hui. Je l'ai appris par la presse. S'ils veulent un bon rendez-vous, je suis tout à fait prêt à le donner, mais c'est mieux. Tu vois que je suis là. Invitation déclinée, les métallos sont choqués. C'est un président qui se dit près du peuple et il gaze son peuple, parce que là on a été gazé. Je tiens quand même à lui dire, parce qu'il va essayer d'utiliser ces images-là pour dire, voyez, ce sont des voyous, ils sont violents. Aucune violence de notre part depuis 4 semaines. Malgré leur colère, les salariés d'ArcelorMittal ont poursuivi leur manifestation au pied de la Tour Eiffel, symbole de l'acier lorrain. Alors Chantal Joanneau, des incidents qui rappellent un petit peu ceux de Bayonne il y a quelques semaines et qui visaient également Nicolas Sarkozy directement. Est-ce que, comme l'UMP le demande, François Hollande doit condamner ces actions violentes? C'est la demande de l'UMP. D'abord, je trouve que c'est vraiment regrettable d'instrumentaliser les inquiétudes
des salariés, parce que là, manifestement, les syndicalistes ne sont pas venus pour discuter. Ils ont refusé de discuter. Ils ont oublié de rappeler que quand même, il y a 17 millions d'euros qui sont mis sur la table pour que justement, ça redémarre. Et effectivement, enfin, cette montée de la violence systématique à l'occasion des campagnes, c'est détestable. À Bayonne, c'était le comble du détestable. Mais là aussi, je veux dire, pourquoi toujours instrumentaliser le malheur des uns pour faire de la politique? Nicolas Sarkozy a raison de pointer la CGT qui, selon lui, fait de la politique aujourd'hui dans cette campagne. Je n'ai pas le détail de l'affaire. Mais enfin, en l'occurrence, vu ce que l'on a entendu lors de votre reportage, il n'était manifestement pas là dans des intentions de discussion ouvertes et apaisées. Non, mais un commentaire. Il a le droit de faire de la politique. Il n'y a pas que le CNPF qui a le droit de dire un tel programme. Le MEDEF. Oui, mais enfin, en l'occurrence, la violence n'est jamais une méthode de dialogue. Jamais. Visiblement, et à Bayonne, c'était détestable de voir une alliance entre des indépendantistes et des représentants du Parti socialiste, élus compris. Enfin, jamais on ne ferait ça. Vous imaginez si la droite fait ça, mais alors là, on est au banc des accusés pendus par les pieds. Oui. Allez, un mot de conclusion, Jean Desessarts. Oui, enfin, on peut dire quand même qu'il y a une exaspération dans ce pays, une exaspération sociale, c'est-à-dire que des gens qui perdent leur emploi, ils n'ont pas de perspective d'emploi. La perspective de perdre son emploi, c'est une perspective aussi de plus de moyens financiers pour vivre. Ça veut dire se retrouver sans rien, perdre le logement, pas pouvoir assumer l'éducation des enfants. Enfin, je veux dire, c'est une situation désespérée. Donc, à un moment donné, cette explosion de colère vient surtout que les gens, il n'y a pas de futur. Donc, ils expriment une angoisse sociale très grande. Donc, si on ne l'entendait pas à une campagne électorale, c'est quand même le moment de le dire, qu'on souhaite une autre politique. L'angoisse, on y répond par des mesures concrètes, 17 millions. On n'y répond pas politiquement en instrumentalisant de la violence. C'est ça le problème. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique pour ça, honnêtement. Merci en tout cas, Chantal Juanneau. Merci, Jean Desessarts, d'être venu ce soir sur le plateau de Public Sénat. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Il a été dévoilé aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 9000 personnes, en majorité des civils, ont été tués dans le pays depuis l'éclatement il y a un an, presque jour pour jour, de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, sur place, l'exode des populations a commencé. Nathalie Guillouard. En 24 heures, 1 millier de Syriens se sont réfugiés en Turquie. Au total, il serait déjà 30 000 à avoir fui la répression en un an. Et la Turquie craint encore l'afflux de 500 000 Syriens sur son sol. Damas pourtant a déjà miné la frontière pour empêcher le passage de ces réfugiés. La Syrie poursuit le pilonnage des villes. Idlib était sous le feu des bombardements hier. 114 civils ont été tués et aujourd'hui 23 corps de victimes de torture ont été retrouvés. Un an après le début de l'insurrection, le couple Bachar al-Assad continuerait à mener grand train. C'est ce que révèle le journal The Guardian, qui publie des mails qui auraient été écrits par le dirigeant syrien et son épouse. Des achats luxueux auraient été faits, comme des chaussures Louboutin ou bien encore un collier de diamants. Voilà, Renaud Girard nous a rejoint sur le plateau de Public Sénat. Bonsoir Renaud Girard, grand reporter au Figaro. 9000 morts, on le disait. 50 000 arrestations, de la torture, également quelques défections au sommet de l'État syrien. Peut-on parler ce soir de véritable guerre civile? Est-ce que le mot vous choque en parlant de ce qui se passe en Syrie? Non, ce n'est pas un mot qui me choque parce que, effectivement, ce qui au départ était une répression d'un mouvement de type printemps arabe, c'est-à-dire d'un mouvement de type tunisien ou égyptien. C'était juste après que ça commençait dans une ville du sud, une ville pauvre, une ville majoritairement sunnite du sud de la Syrie et non loin de la Jordanie, qui s'appelle Deraa, où en fait la population avait manifesté contre, parce qu'il y avait eu des arrestations d'adolescents qui avaient écrit en arabe sur les murs des graffitis, justement réclamant un changement de régime, et ces enfants avaient disparu. Alors la population, et ensuite il y avait eu une répression à balles réelles assez vite, et ensuite de plus en plus de villes, si vous voulez, qui s'insurgent, pas les grandes villes, hein, pas Damas et Alep, mais des villes de province qui s'insurgent, et avec assez rapidement, effectivement, les armes qui arrivent, et donc une guerre civile, puisque des deux côtés,
on est armé, à Homs des deux côtés on était armé. Alors bien sûr, l'armée syrienne, le gouvernement de Bachar el-Assad est beaucoup mieux équipé. C'est une vraie armée qui bénéficie du soutien de la Russie, de l'armement russe. Et de l'autre côté, c'est simplement des combattants qui s'appellent des résistants, des rebelles, comme vous voulez, qui résistent avec des armes légères, qui arrivent par le trafic, qui arrivent par la frontière turque, qui arrivent par la frontière libanaise, le nord du Liban, et par la frontière irakienne. Vous avez des populations sunnites tout autour, solidaires. Alors, pensez-vous que Bachar el-Assad pourra faire comme son père, qui était son prédécesseur à la tête de la Syrie, alors qu'aujourd'hui, on le voit sur ces images, eh bien, on sait ce qui se passe et on voit ce qui se passe. Lorsqu'en 82, à Hama, eh bien, son père avait massacré 30 000 personnes, ça se passait dans le silence. Plus aujourd'hui. Oui, alors voilà, c'est ça. C'est la revanche de Hama, vous l'avez dit. Hama, qu'est-ce que c'est pour le téléspectateur? 1982, depuis à peu près 3 ans, depuis 2 ans, les frères musulmans essayent de prendre le pouvoir en Syrie contre ce régime qui est un régime laïque. Alors la famille Assad, ils appartiennent à une minorité qui sont une sorte de dissidence du schisme, c'est un régime laïque si vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens, ils sont une autre minorité, sont plutôt du côté de Bachar el-Assad parce qu'ils sont protégés par la laïcité. D'ailleurs les femmes du gouvernement syrien ne sont pas voilées. Et donc, il y a en 82, les frères musulmans massacrent des élèves officiers syriens, une cinquantaine, et ensuite il y a la répression de cette ville insurgée islamiste qui est Hama, et ça fait 10 000 morts. Mais personne n'en parle, d'abord parce que vous n'avez pas ce que vous me montriez, c'est-à-dire YouTube et les nouvelles technologies numériques, vous n'avez rien de tout ça à l'époque. Et puis aussi, on n'en veut pas beaucoup au père de Bachar, qui s'appelle Hafez el-Assad à l'époque, parce qu'il est un allié, en fait. Il est assez bien vu des Occidentaux. Et d'ailleurs, en 89, aux accords de Taïf, donc 7 ans après le grand massacre de Hama, qui va faire au bas mot 10 000 morts, Bachar el-Assad se voit accorder par l'Arabie Saoudite, la France et l'Amérique le contrôle du Liban aux accords de Taïf en 89. Et ensuite, ce Hafez el-Assad va participer aux côtés de l'Amérique à la première guerre de l'Irak. Donc il est bien vu, c'est un régime qui est bien vu. Et ce n'est que récemment, que depuis, disons, une dizaine d'années, que ce régime est mal vu et critiqué par les Occidentaux, encore que M. Bachar el-Assad était reçu en 2008 sur les Champs-Élysées à la tribune. Donc on a essayé de... Mais aujourd'hui, c'est un... On le voit, tous les efforts diplomatiques ne peuvent pas aboutir, ça grenouille à l'ONU, il y a le veto de, j'allais dire l'URSS, de la Russie et de la Chine sur ce dossier. Est-ce que finalement c'est, j'allais dire, les sanctions économiques et financières qui sont aujourd'hui infligées à la Syrie qui peuvent déclencher la chute du régime de Assad? Écoutez, je ne crois pas, parce que d'abord, il y a dans l'histoire extrêmement peu d'exemples où les sanctions ont vraiment fait chuter un régime. Vous voyez les sanctions sur l'Iran, visiblement, ça n'amène pas les Iraniens à changer d'avis. Donc je n'y crois pas trop. D'autre part, c'est une minorité alaouite qui gouverne, et les officiers de l'armée, des brigades, notamment la 4e brigade qui fait la répression, sont des alaouites. Ce sont des gens qui se battent le dos au mur. Donc, ils n'ont absolument pas... Et il faut voir, c'est une guerre civile, vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup d'islamistes, beaucoup de combattants, de rebelles, veulent prendre leur revanche de Hama, et crient d'ailleurs dans les rues, le slogan, l'alaouite au tombeau et le chrétien à Beyrouth, c'est-à-dire au Liban. Et le sunnite au pouvoir. Et bien sûr, et les sunnites au pouvoir. Et si les sunnites parviennent au pouvoir, parce qu'ils sont la majorité, ils sont à peu près 65% de la population, il n'est pas du tout exclu que ce soit un gouvernement islamiste et une dictature islamiste qui se mettent au pouvoir. C'est pas des choses qu'on peut exclure. Donc les alaouites se battent le dos au mur, donc ils vont pas céder. D'autre part, ils ont le soutien de la Russie, c'est très important. Il y a le soutien de l'Iran qui est à côté, et il y a la neutralité bienveillante, on peut dire, de la Jordanie et de l'Irak, parce que l'Irak est un régime chiite, et l'Irak a une grande frontière avec la Syrie, et l'Irak soutient. Donc c'est un régime qui n'est pas prêt, qui ne tombera pas dans les 6 prochains mois. Merci beaucoup Renaud Girard. Je vous présente la revue des Deux Mondes, où vous expliquez dans cette revue, que l'on trouve d'ailleurs en kiosque très souvent, eh bien, votre vision, j'allais dire géopolitique de cette région du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Un mot pour vous dire que le ministère de la Défense rectifie son bilan de la fusillade de Montauban, 2 militaires tués et pronostic vital engagé pour un 3e. Les 3 militaires ont été pris pour cible, je vous le rappelle, froidement et à bout portant par un tireur à scooter qui a aussitôt pris la fuite. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre Pull ou Face chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Je souhaite à tous une excellente soirée. Merci.